Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée. On va parler aujourd'hui d'une douleur que beaucoup de coureurs connaissent, la périostite tibiale, Ah oui, la périostite. ou le syndrome du tibia douloureux. Oui. On a disséqué pour vous un article complet, daté, expliqué. Et croyez-moi, vous allez ressortir de cette écoute avec plein d'informations pour comprendre, soigner et surtout prévenir cette blessure. Exactement. Alors prêt à Dieu à cette douleur qui vous gâche vos sorties running. Absolument. La périostite tibiale, c'est la bête noire de nombreux coureurs. On parle d'une inflammation du périoste. Cette membrane qui entoure le tibia. Et attention, ce n'est pas réservé aux débutants. L'article mentionne même que 20% des coureurs, tous niveaux confondus, en souffrent. 20%, Ouais. c'est énorme. On a vraiment l'impression que c'est la blessure la plus courante chez les coureurs. D'ailleurs, l'article mentionne l'exemple d'un athlète qui a voulu préparer un semi-marathon un peu trop rapidement. Exactement. Il est passé de 20 à 45 km par semaine en seulement 6 semaines. Ah oui, quand même. Une augmentation trop brutale pour son corps. Résultat, une belle périostite qui l'a cloué au sol pendant plusieurs semaines. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est intéressant, c'est que cet exemple nous montre bien qu'il est crucial d'augmenter progressivement son volume d'entraînement. Et c'est là que l'article va plus loin que les conseils classiques de repos, glace, compression et élévation. On a souvent tendance à se mettre en mode casse-topa dès qu'on a mal, mais l'article insiste sur l'importance de la récupération active. Tout à fait. Le repos total est même déconseillé. Il faut continuer à bouger en douceur pour maintenir une certaine condition physique et favoriser la circulation sanguine. On peut par exemple se tourner vers des activités comme le vélo ou la natation qui sollicitent les muscles sans impacter les tibias. Et on parle de vélo et natation, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'exercices qu'on peut faire pendant cette période de récupération active? Bien sûr. L'article mentionne également des exercices de renforcement musculaire spécifiques comme les élévations sur la pointe des pieds. Mais attention, il va progressivement en commençant par des séries sans poids et en augmentant la difficulté au fur et à mesure. L'objectif, c'est de renforcer les muscles qui soutiennent le tibia sans aggraver l'inflammation. C'est vraiment une approche intéressante. On a l'impression qu'il faut absolument éviter l'immobilisation totale, mais plutôt miser sur une activité physique adaptée. D'ailleurs, l'article met aussi en avant le rôle crucial du kinésithérapeute du sport, n'est-ce pas? Absolument. Et il ne faut pas hésiter à consulter rapidement dès les premiers symptômes. L'article recommande même de prendre rendez-vous dans les 62 heures suivant l'apparition de la douleur. 62 heures 0. Ça, c'est radical comme délai. Pourquoi c'est important d'agir vite? Car qu'une prise en charge précoce permet de limiter l'inflammation et d'éviter que la blessure ne s'installe dans la durée. Le kinésithérapeute du sport pourra réaliser un bilan complet pour identifier les causes de la périostite et mettre en place un traitement adapté, que ce soit des massages, des ondes de choc ou des exercices spécifiques. En parlant d'exercices spécifiques, l'article mentionne les exercices excentriques. De quoi s'agit-il exactement? Les exercices excentriques, ce sont des mouvements qui consistent à freiner le mouvement à résister à une force. Par exemple, lors d'une élévation sur la pointe des pieds, la phase excentrique correspond à la descente du talon vers le sol. D'accord. L'article recommande de réaliser ces exercices car ils permettent de renforcer les muscles de manière plus importante que les exercices concentriques classiques. C'est fascinant. On a vraiment l'impression que la compréhension de la biomécanique du corps est essentielle pour prévenir et soigner la périostite. On a tendance à penser que la solution est de tout arrêter. Mais l'article nous montre qu'il est possible de rester actif tout en soignant sa blessure. Exactement. Et le kiné du sport est là pour nous accompagner dans cette démarche. Il faut vraiment le voir comme un allié précieux dans notre quête de guérison et de performance. Et en parlant de performance, on arrive à un point qui m'intrigue beaucoup. L'article mentionne le port de semelles orthopédiques. Est-ce vraiment nécessaire pour tous les coureurs qui souffrent de périostita? Pas forcément pour tous, mais cela peut être une solution très efficace dans certains cas. L'article explique que les semelles orthopédiques permettent de corriger les défauts biomécaniques du pied, comme la pronation excessive, qui peuvent contribuer à l'apparition de la périostite. Ah oui, la fameuse pronation. J'avoue que je n'ai jamais trop compris ce que c'était. La pronation, c'est le mouvement naturel du pied qui s'affaisse vers l'intérieur lors de la course. C'est un mouvement normal, mais lorsqu'il est excessif, cela peut créer des tensions et des contraintes au niveau du tibia. Je vois. Les semelles orthopédiques permettent de limiter cette pronation excessive et de mieux répartir les forces lors de la course. Donc si on a une foulée qui a tendance à pronation excessive, les semelles orthopédiques peuvent vraiment faire la différence. Exactement. Mais attention, il ne s'agit pas d'acheter des semelles au hasard. Non, bien sûr. L'article insiste sur l'importance de consulter un podologue du sport qui réalisera une analyse complète de votre foulée et vous prescrira des semelles sur mesure si nécessaire. D'accord, donc on retient le kinésithérapeute du sport et le podologue du sport sont nos meilleurs alliés pour soigner et prévenir la périostite tibiale.
Mais est-ce qu'on peut parler un peu des chaussures? L'article mentionne aussi l'importance du choix des chaussures. Non. Absolument. Le choix des chaussures est crucial pour prévenir la périostite tibiale. Et l'article va bien au-delà du simple critère du drop, la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Ah oui, le fameux drop. On entend souvent dire qu'il faut privilégier un drop faible pour éviter les blessures, mais l'article semble dire que ce n'est pas si simple. Effectivement, le drop est important, mais il faut aussi tenir compte de l'amorti et de la stabilité de la chaussure. Par exemple, des technologies comme le Pavio RN Plus de Saucony ou le Flightform d'Asics offrent un excellent amorti, ce qui permet de réduire les chocs et les vibrations au niveau du tibia. Et pour la stabilité. Comment savoir si on a besoin d'une chaussure plus stable? Il faut observer sa foulée et voir si on a tendance à avoir une pronation excessive, comme on en parlait tout à l'heure. Si c'est le cas, des chaussures avec un renfort au niveau de la voûte plantaire peuvent être bénéfiques pour limiter ce mouvement et apporter plus de stabilité. C'est super intéressant. On a souvent l'impression que choisir une chaussure de running se résume à la choisir en fonction de son look. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Il y a tellement de critères à prendre en compte. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est important de se faire conseiller par un professionnel, que ce soit un vendeur spécialisé en course à pied ou un podologue du sport. Oui. Ils pourront vous aider à choisir la chaussure la plus adaptée à votre foulée et à vos besoins. On a beaucoup parlé du traitement et de la prévention de la périostite tibiale, mais avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on revienne sur les causes de cette blessure. L'article mentionne les microtraumatismes répétés, mais est-ce qu'on peut développer un peu? Bien sûr, les microtraumatismes répétés, ce sont des petites lésions qui apparaissent au niveau du périoste à cause des impacts et des contraintes subies lors de la course à pied. Ces lésions sont souvent dues à une accumulation de facteurs comme un volume d'entraînement trop important, une augmentation trop rapide de l'intensité des chaussures inadaptées, une mauvaise technique de course ou des faiblesses musculaires. Donc si je comprends bien, la périostite tibiale n'est pas une fatalité. Non, En comprenant les causes et en adoptant les bonnes habitudes, on peut la prévenir efficacement. exactement. L'article insiste beaucoup sur l'importance de la prévention. Et on va justement explorer toutes les stratégies de prévention dans la suite de notre discussion. Parfait, j'ai hâte d'en savoir plus. Alors prêt à plonger encore plus profondément dans l'univers de la périostite tibiale. Carrément. On a vu que choisir les bonnes chaussures était essentiel, mais l'article va encore plus loin en parlant de l'analyse biomécanique. Ah oui, l'analyse biomécanique, c'est vrai que ça revient souvent quand on parle de course à pied. Exacta. Et pour cause, l'article cite une étude assez bluffante du Running Lab. 70% des périostites seraient liés à des défauts de posture. C'est énorme. 70%, c'est bien Mm. plus que ce que j'imaginais. Du coup, cette fameuse analyse, ça consiste en quoi exactement? En gros, c'est un examen qui permet d'observer votre foulée en détail, vos appuis, l'alignement de vos articulations, etc. Le but, c'est de détecter les éventuels problèmes de posture qui peuvent contribuer à la périostite. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait si on a des problèmes de posture et on doit tout arrêter? Pas forcément. Mhm. L'analyse biomécanique peut aussi servir à déterminer si vous avez besoin de semelles orthopédiques. L'article mentionne d'ailleurs qu'elles peuvent réduire les contraintes sur les tibias de 41%. 40%. C'est vraiment impressionnant. Mais du coup, ces semelles, c'est pour tout le monde. Ou seulement pour ceux qui ont des problèmes de posture importants. C'est surtout conseillé pour ceux qui ont déjà eu une périostite ou qui ressentent des douleurs récurrentes. Mais même sans problème particulier, l'analyse peut être utile pour optimiser sa technique de course et prévenir d'autres blessures. D'accord, donc on notait. L'analyse biomécanique, c'est un outil précieux pour comprendre sa foulée et potentiellement corriger certains défauts qui pourraient nous causer des soucis. Et si on passe maintenant à l'entraînement, l'article parle aussi de l'importance d'adapter son entraînement pour prévenir la périostite. Tout à fait. Et le premier conseil, c'est de respecter la fameuse règle des 8020. 80% de l'entraînement à faible intensité et seulement 20% à haute intensité. Ah oui, la règle des 8020, on en entend beau parler. Mais concrètement, ça veut dire quoi, faible intensité? Ça veut dire courir à un rythme où vous pouvez tenir une conversation sans être essoufflé. C'est ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, la base de tout bon plan d'entraînement. Donc exit les séances de fractionnés à répétition si on veut éviter la périostite. Pas forcément exita, mais il faut les intégrer intelligemment. L'article recommande d'éviter les fractionnés trop tôt dans la reprise après une périostite. Oui, c'est logique. Il faut attendre au moins 8 semaines pour que les tissus aient bien cicatrisé. 8 semaines, ça paraît long. Mais bon, si c'est pour éviter de se blesser à nouveau, ça vaut le coup d'être patient. Et à part l'intensité, y a-t-il d'autres aspects de l'entraînement à prendre en compte? Oui, l'article mentionne également l'importance de la progressivité. Il faut augmenter son volume d'entraînement graduellement, sans faire de bonds trop importants comme l'athlète du début d'article qui a voulu aller trop vite. Oui, je vois.
On recommande généralement de ne pas augmenter son kilométrage de plus de 10% par semaine. 10% par semaine, c'est une bonne règle à retenir. Et au niveau du type d'entraînement, est-ce qu'il y a des choses à privilégier ou à éviter? L'article recommande d'intégrer des séances de renforcement musculaire spécifiques pour la prévention de la périostite. On a parlé des élévations sur la pointe des pieds, mais on peut aussi faire des exercices de pliométrie comme des sauts sur une plateforme molle. La pliométrie, c'est quoi exactement? Ce sont des exercices qui visent à développer la puissance musculaire en enchaînant des contractions et des relâchements rapides des muscles. Par exemple, les sauts sur place, les fentes sautées, etc. C'est très efficace pour renforcer les muscles des jambes et améliorer la capacité du corps à absorber les chocs. Et ces exercices de pliométrie, on peut les faire, même si on n'a jamais eu de périostité. Oui, bien sûr. C'est même conseillé de les intégrer à son programme d'entraînement pour renforcer ses jambes et prévenir les blessures en général. Super, donc on nota. La pliométrie, c'est notre ami. Et à part le renforcement musculaire, est-ce qu'il y a d'autres types d'exercices à privilégier? L'article mentionne l'importance du travail proprioceptif, c'est-à-dire la capacité de notre corps à percevoir sa position dans l'espace. La proprioception. J'avoue que ce mot me fait toujours un peu peur. Ne t'inquiète pas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Concrètement, ça se traduit par des exercices d'équilibre et de coordination. Par exemple, tenir en équilibre sur un pied marché sur une poutre, faire des exercices sur un plateau instable. Ah, d'accord, je vois mieux. Et en quoi la proprioception est-elle importante pour prévenir la périostita? Une bonne proprioception permet de stabiliser la cheville et le pied lors de la course, ce qui réduit les contraintes sur le tibia. C'est un peu comme si on avait des amortisseurs naturels plus performants. C'est vraiment intéressant. On a tendance à se focaliser sur les muscles, mais la proprioception joue aussi un rôle crucial. Du coup, comment on peut améliorer sa proprioception? En intégrant des exercices spécifiques à son entraînement, comme ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure. On peut aussi marcher pieds nus sur des surfaces variées comme du sable ou des galets pour stimuler les capteurs sensoriels du pied. Marcher pieds nus, ça me tente bien. En plus, ça doit être agréable pour les pieds. Bon, on a vu l'importance des chaussures, de l'analyse biomécanique de l'entraînement. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Ah oui, un point essentiel, la récupération. Ah oui, bien sûr. L'article insiste beaucoup sur l'importance de bien récupérer après l'effort pour permettre au corps de se régénérer et de prévenir les blessures. La récupération, c'est vrai que c'est la base. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'abord de dormir suffisamment. L'article recommande de dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour que le corps puisse se réparer correctement. Ensuite, il faut aussi veiller à bien s'hydrater et avoir une alimentation équilibrée pour apporter au corps tous les nutriments dont il a besoin. Et est-ce qu'il y a des aliments ou des compléments alimentaires qui sont particulièrement recommandés pour la prévention de la périostita? L'article mentionne la curcumine, un composé actif du curcuma qui possède des propriétés anti-inflammatoires intéressantes. On peut en consommer sous forme de complément alimentaire ou en intégrant le curcuma à son alimentation. D'accord, donc on nota. La curcumine, c'est notre ami. Et à part la curcumine, y a-t-il d'autres astuces pour favoriser la récupération? Oui, l'article recommande de prendre des bains froids après l'effort pour réduire l'inflammation et favoriser la circulation sanguine. On peut aussi se masser les jambes avec un rouleau de massage pour détendre les muscles et éliminer les tensions. Ah oui, le rouleau de massage, c'est vrai que c'est très efficace pour la récupération. Bon, on a vraiment fait le tour de la prévention. Non. On a parlé de l'entraînement, de la récupération des chaussures. Y a-t-il d'autres choses à prendre en compte? Oui, il y a un dernier point important que l'article mentionna, l'échauffement. Il ne faut jamais négliger l'échauffement avant de commencer sa séance de course à pied. Ah oui, exact. Un bon échauffement permet de préparer les muscles et les articulations à l'effort, ce qui réduit le risque de blessure. L'échauffement, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parfois. Mais du coup, quel type d'échauffement est-ce qu'on doit faire pour prévenir la périostita? L'article recommande de commencer par 5 à 10 minutes de marche rapide ou de vélo d'appartement pour activer la circulation sanguine. Ensuite, on peut enchaîner avec des exercices de mobilité articulaire pour les chevilles, les genoux et les hanches. Et enfin, on peut terminer par quelques accélérations progressives pour préparer les muscles à l'effort. Parfait. Donc on retient ça. Un bon échauffement, c'est la clé pour prévenir la périostite et les autres blessures. Et maintenant qu'on a exploré en détail la prévention, est-ce qu'on peut parler de la reprise de la course à pied après une périostite? Bien sûr, la reprise de la course à pied après une périostite doit se faire de manière progressive et prudente. D'accord. L'article propose une stratégie en 5 étapes pour un retour en douceur. 5 étapes, ça a l'air bien complet. On peut les détailler. Avec plaisir. La première étape, c'est la marche rapide. On commence par marcher 30 minutes 3 fois par semaine
à une intensité modérée. L'objectif, c'est de réhabituer le corps à l'effort sans trop solliciter les tibias. D'accord, donc on commence tout en douceur, et ensuite on passe à quoi? Ensuite, on passe à l'alternance marche-course. On alterne 1 minute de course et 2 minutes de marche, le tout répété 10 fois. On augmente progressivement la durée des phases de course au fur et à mesure que la douleur diminue. C'est une bonne stratégie pour réhabituer le corps progressivement à l'impact de la course. Et après l'alternance marche-course, on passe à quoi? On passe à la course continue. D'accord. On commence par courir 21 minutes à un rythme très lent, puis on augmente progressivement la durée de la course de 10% par semaine. Oui, il est important de respecter cette règle de progressivité pour éviter de surcharger les tibias. 10% par semaine, c'est la règle d'or qu'on a vue tout à l'heure. Et après la course continue, on passe à quoi? On peut commencer à intégrer des séances de fractionnés courts avec des répétitions de 200 à 420 mètres à une intensité modérée. Il est important de bien récupérer entre les répétitions et d'écouter son corps. Et enfin, la dernière étape. La dernière étape, c'est le retour à l'entraînement normal avec des séances de fractionnés plus longues et plus intenses. Mais attention, il est important de rester prudent et d'augmenter la charge d'entraînement progressivement. D'accord, donc on retient ça. La reprise de la course à pied après une périostite doit se faire en 5 étapes de la marche rapide à l'entraînement normal, en passant par l'alternance marche-course, la course continue et le fractionné court. Et pendant toute cette phase de reprise, il est essentiel de rester à l'écoute de son corps et d'adapter son programme en fonction de ses sensations. Exactement. L'article insiste beaucoup sur l'importance de l'auto-évaluation. Il est important de noter ses douleurs, ses progrès, ses sensations dans un carnet d'entraînement pour pouvoir ajuster son programme en conséquence. C'est une excellente idée, tenir un carnet d'entraînement. Ça permet de suivre ses progrès et de mieux comprendre comment son corps réagit à l'effort. Bon, on a vraiment décortiqué la périostite tibiale sous tous les angles. On a vu les causes, les symptômes, les traitements, la prévention, la reprise. Y a-t-il encore des choses à dire sur ce sujet? Oui, j'aimerais revenir sur un point important que l'article souligne. L'importance de consulter un professionnel de santé dès les premiers symptômes. Trop de coureurs attendent que la douleur devienne insupportable avant de consulter, ce qui peut aggraver la blessure et retarder la guérison. C'est vrai, on a tendance à minimiser les douleurs et à se dire que ça va passer tout seul. Mais consulter rapidement permet d'avoir un diagnostic précis et de mettre en place un traitement adapté dès les débuts. Exactement. Le kinésithérapeute du sport est le professionnel de santé le plus compétent pour diagnostiquer et traiter la périostite tibiale. Il pourra vous proposer un programme de soins personnalisés, comprenant des massages, des étirements, des exercices de renforcement musculaire, etc. Donc on retient ça. Dès les premiers signes de douleur, on prend rendez-vous chez le kiné du sport. Et si on récapitule tout ce qu'on a vu aujourd'hui, quels sont les points clés à retenir pour prévenir et soigner la périostite tibiale? Les points clés, c'est d'abord de bien choisir ses chaussures en tenant compte du drop de l'amorti et de la stabilité. Ensuite, il est important de faire analyser sa foulée pour détecter d'éventuels problèmes de posture et de porter des semelles orthopédiques si nécessaire. Au niveau d'entraînement, il faut respecter la règle des 8020, augmenter son volume d'entraînement, progressivement intégrer des séances de renforcement musculaire et de proprioception et ne pas oublier l'échauffement. Enfin, il est crucial de bien récupérer après l'effort en dormant suffisamment, en s'hydratant correctement, en ayant une alimentation équilibrée et en utilisant des techniques de récupération comme les bains froids et le rouleau de massage. Et bien sûr, dès les premiers signes de douleur, on consulte un kinésithérapeute du sport. Waouh, c'est vraiment complète. On a vraiment décortiqué le sujet en profondeur. J'ai l'impression qu'on a toutes les clés en main pour dire adieu à la périostite tibiale. J'espère bien. En tout cas, l'article d'Athlé Expliqué est vraiment une mine d'informations. Je vous encourage à le lire attentivement pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Et on le trouvera où cet article? Il est disponible sur le site internet d'Athlé Expliqué. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Super, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était vraiment passionnant. Avec plaisir. J'espère que ça vous aidera à courir sans douleur et à profiter pleinement de votre passion. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans un sujet tout aussi passionnant. D'ici là, prenez soin de vous et bon courage pour vos entraînements. Avant de conclure notre plongée, j'aimerais revenir sur un point que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans l'article d'Athlé Expliqué. L'histoire de cette coureuse de trail qui a réussi à se débarrasser de ses périostites à répétition. Ah oui, je me souviens de ce passage. Si je me rappelle bien, elle avait tout essayé. De le repos, la grâce, les anti-inflammatoires, mais rien n'y faisait, la douleur revenait sans cesse. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle a finalement trouvé la solution grâce à une approche globale en travaillant sur plusieurs aspects à la fois. C'est-à-dire, elle a fait quoi concrètement? Elle a d'abord consulté un kinésithérapeute du sport qui lui a prescrit des exercices spécifiques pour renforcer ses muscles posturaux et améliorer sa proprioception.
Ensuite, elle a fait analyser sa foulée et s'est procuré des semelles orthopédiques pour corriger un léger défaut de pronation. Et enfin, elle a adapté son entraînement en intégrant plus de séances de renforcement musculaire et en diminuant l'intensité de ses sorties longues. Donc, si je comprends bien, elle a mis en pratique tous les conseils qu'on a évoqués dans cette émission. Tout à fait. Et le résultat est sans appel. Plus aucune douleur depuis des mois. Cette histoire montre bien qu'il est possible de venir à bout de la périostite tibiale, même lorsqu'elle devient chronique, en adoptant une approche globale et en s'entourant des bons professionnels. C'est vraiment encourageant. Ça donne de l'espoir à tous ceux qui souffrent de cette blessure. Mais du coup, est-ce que l'article donne des détails sur les exercices qu'elle a pratiqués? Oui, absolument. L'article mentionne notamment les élévations sur la pointe des pieds en unipodal, le squat du solaire et des exercices de pliométrie légère comme des sauts sur une plateforme molle. Elle a également intégré des exercices de mobilité de la cheville avec un élastique pour améliorer sa dorsiflexion. Dorsiflexion, c'est quoi ça déjà? C'est la capacité à fléchir le pied vers le tibia. C'est un mouvement essentiel pour une foulée fluide et efficace, et une bonne dorsiflexion permet de réduire les contraintes sur les tibias. Ah d'accord, j'en vois mieux. Donc, si on résume, pour prévenir et soigner la périostite tibiale, il faut agir sur plusieurs fronts. Le choix des chaussures, l'analyse de la foulée, l'entraînement, la récupération, et ne pas hésiter à consulter un kinésithérapeute du sport dès les premiers symptômes. Exactement. Et n'oubliez pas que l'article d'Atelier Expliqué est une mine d'informations. N'hésitez pas à le consulter pour approfondir vos connaissances sur le sujet. C'est une excellente recommandation. On mettra bien sûr le lien vers l'article dans la description de l'épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de notre plongée dans l'univers de la périostite tibiale. J'espère que vous avez trouvé cette émission instructive et utile. Moi aussi. Et j'espère surtout que ça vous aidera à courir sans douleur et à profiter pleinement de votre passion. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans un sujet tout aussi passionnant. D'ici là, prenez soin de vous et bon courage pour vos entraînements.